merci à tous d'être là. Alors nous avons intitulé cette matinale, hein, c'était un petit clin d'œil à un certain vocabulaire macronien, réarmer la citoyenneté dans les quartiers, c'est possible. Évidemment, Méziane est d'accord avec l'idée. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il a plus ou moins pas cessé de prouver depuis qu'il s'est engagé auprès des jeunes qu'on appelle des quartiers, les jeunes des quartiers. Alors, Méziane, vous avez connu le Club des Vigilants dans le cadre de son groupe de travail qui s'appelait Immigrer pour toujours, point d'interrogation. Et c'était grâce à Jean-Michel Goyard, aujourd'hui administrateur du club, et grâce auquel vous êtes aussi venu aujourd'hui pour intervenir à cette matinale. Et pour en faire un petit, quand même, certains ont découvert notre manifeste Immigrer pour toujours, mais ce groupe de travail partait d'un constat assez simple. Je cite, « Trop d'enfants et petits-enfants d'immigrants ne s'intègrent pas bien dans la société française. C'est un sérieux problème. » Alors, je vous laisse aller voir le manifeste, qui donne aussi des pistes d'action. Et vous aviez raconté au groupe, à l'époque, comment vous réussissiez à mobiliser les jeunes autour d'actions concrètes. Et votre témoignage, de mon point de vue en tout cas, avait largement renforcé les réflexions autour de l'importance du travail et d'une démarche qui sorte les jeunes de leur environnement. Ça fait un peu écho à ce que nous racontait aussi Edith Cresson à propos des écoles de la deuxième chance. Moi, j'ai croisé des jeunes dans des quartiers bizarres, à la Mare-Rouge, par exemple, près du Havre, qui n'avaient jamais vu la mer. Hein. La mer est à 10 km. Mais là, elle a vu aussi dans le quartier nord de Marseille, Cresson, des jeunes qui n'allaient jamais au bord de la mer. Ils restaient dans leur quartier, dans leur ghetto presque, certains. Voilà. Alors, le parcours de Méziane n'est pas banal, on va dire. Hein. Bon, c'est écrit dans son bouquin, en 4e de couve et tout, mais vous êtes né dans un quartier populaire de Tizi Ouzou et vous êtes devenu l'un des 4 dirigeants de BNP Paribas Cardiff, hein, en étant président d'une de ses filiales. Et vous avez bien sûr été marqué par les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie de jeune et de travailleur après. Et Jean-Claude Azra raconte sur le site du club que vous avez vécu 3 ans en clandestin dans une résidence universitaire. Vous avez eu du mal à décrocher vos premiers jobs, malgré des diplômes. Et il écrit, donc Jean-Claude toujours, « Et lui en est resté l'envie d'aider les autres et ses divers engagements lui ont valu la Légion d'honneur en 2008. » Cette Légion d'honneur, il a souhaité que ce soit plus qu'une simple décoration et un début plutôt qu'une fin. Et donc, vous êtes engagé au niveau de l'association des membres de la Légion d'honneur départementale. Et aujourd'hui, vous souhaitez témoigner, parce que quand le club l'avait reçu, Méziane n'avait pas écrit son livre. Et Méziane n'était pas à la retraite, peut-être non plus. Donc, Méziane a réfléchi et s'est dit que dans son envie naturelle de transmettre toujours, il a donc écrit ce livre. Je peux l'avoir pour le montrer, qui s'appelle donc « Du quartier à la Légion d'honneur ». Voilà. Alors, il parle de lui, mais il parle aussi de tout ce qu'il fait. C'est intéressant. Moi, j'ai noté 2 choses, en fait, qui assez frappantes. C'est cette histoire de championnat de football des quartiers prioritaires, qui existe toujours, je crois, que Méziane a inauguré, lancé, initié. Et aussi la caravane « Entreprendre et réussir dans les quartiers ». Et aujourd'hui, vous me disiez l'autre jour que la préfecture des Hauts-de-Seine vous confie l'organisation d'un campus estival destiné aux jeunes à Nanterre, je crois. Et là, à nouveau, match de foot et atelier sur la citoyenneté. Donc, vous allez un peu nous raconter. Pour moi, votre credo, en tout cas, ça ressort des échanges qu'on a pu avoir en préparant cette matinale, c'est montrer aux jeunes des quartiers que c'est possible de réussir, mais que ça ne se fait pas forcément sans rien faire, quoi. Il y a peut-être des efforts à fournir. Et aussi, de l'autre point de vue, changer de regard sur les jeunes en question peut aussi les aider à changer, eux, de regard sur eux-mêmes. Je pense que Cresson nous l'avait bien montré dans son histoire des écoles de la deuxième chance. On est dans la même logique. Hein. Donc, merci d'avoir bien voulu accepter de nous parler, de partager avec nous votre regard, on peut dire d'expert, hein, sur une question qui en manque peut-être d'experts. Je suis ravi de partager ce moment, cette matinale avec vous. C'est la seconde. D'autant plus que la première n'a pas été facile en termes d'échange avec vos collègues. Ça a été un peu chaud parce que beaucoup s'attendaient à ce que je décrive un climat défaitiste dans ces quartiers. Et à la surprise de l'ensemble des participants, j'ai pu apporter, à partir d'un constat qui est quand même assez sévère, des possibilités, des solutions d'agir dans ces quartiers, notamment au service des jeunes,
notamment ces jeunes qui sont dans les quartiers dits prioritaires dans le cadre de la politique de la ville, c'est-à-dire des quartiers qui se retrouvent dans une situation encore plus difficile que celle des autres quartiers. Alors, le livre, Anne l'a répété il y a un instant, il porte en lui-même un titre qui est trompeur. Pourquoi? Parce que quand on lit le titre du quartier à la Légion d'honneur, on a tendance à penser que je suis né dans un quartier de France, d'une ville de France. En réalité, non. Je suis né dans un quartier d'Algérie. Mais ce que j'ai vécu dans ce quartier m'a permis de mieux comprendre aujourd'hui les blessures, les souffrances des jeunes des quartiers populaires, quoi. Parce que, étant jeune, dans un pays où il n'y a plus de perspectives, et quand on n'a plus de repères, quand on tombe plus bas que la poussière, qu'on n'a plus de perspectives, on se sent déjà mort physiquement, inexistant intellectuellement. Et je raconte dans le livre de petites anecdotes. Et je fais un comparatif avec les jeunes des quartiers. Le jeune de quartier, son coin de rendez-vous, c'est la tour de l'immeuble, le bas de l'immeuble. On se retrouve là, on papote. Moi, dans mon quartier, il n'y avait pas d'immeuble. Il y avait un poteau électrique. Et ce poteau électrique était devenu le lieu du rendez-vous, matin, midi et soir. On se racontait tous les potins de la journée. On nourrissait notre oisiveté par des insultes à l'égard des personnes qui passaient, parce qu'il fallait qu'on existe, montrer qu'on est là et autres. Et puis un jour on s'est dit, tiens, ce pylône de poteau électrique qui est en ciment, que peut-il y avoir à l'intérieur? Et on s'est mis à creuser. Voilà, vous voyez, l'oisiveté, jusqu'où ça peut pousser, quoi. On a creusé, un trou énorme, pour s'apercevoir qu'en réalité, c'était de néon, il n'y avait rien du tout. Et là, on a compris qu'on risquait de faire chuter le pylône et donc ne plus avoir d'électricité dans le quartier. Un petit peu cette anecdote qui résume très très bien ce dont a parlé le président de la République, l'oisiveté, la non-occupation des jeunes qui peut pousser à des situations un peu dramatiques parfois. Cela dit, je reviens un petit peu par mon engagement. À l'époque, il n'était pas calculé. J'arrive en France dans les années 82, après avoir achevé un cycle d'études à la faculté de droit d'Alger, faculté dont je suis sorti major de promotion, après avoir vécu 3 années en tant que clandestin dans la cité universitaire. Je n'avais pas de chambre. Je dormais dans les douches, je dormais un peu partout. Quand des copains me prêtaient un matelas, je dormais chez eux. Quand les femmes de ménage passaient dans la journée, voyaient qu'il y avait un matelas, ah bah c'est le signe qu'il y avait un étudiant clandestin qui dormait ici. Elles partaient avec le matelas, et puis au final, j'ai trouvé la solution. J'ai acheté un matelas pneumatique. Et pendant 3 ans, j'ai gonflé, dégonflé tous les jours le matelas pneumatique. Et cette haine de l'époque, quand je suis arrivé et que je me suis rappelé qu'il fallait faire sa place dans la République, ben ça m'a aidé. Ça m'a aidé à aller de l'avant, à oublier mes blessures et être très positif. Donc j'arrive en France et puis avec des copains, on a commencé à monter une école de commerce à Roubaix qui consistait à prendre des jeunes de différentes nationalités qu'on appelait à l'époque de la communauté européenne les migrants. Pas les migrants au sens d'aujourd'hui, les migrants intracommunautaires. On a pris des voyous, des dealers, des gens qui sortaient de prison et autres, et on s'est dit, tiens, ces personnes, on va essayer d'en faire quelque chose à l'international. Pourquoi? Parce qu'en réalité, leur culture et la langue qu'ils maîtrisent parfaitement peut être un atout à l'international. Et proposer à des grands groupes, justement, de mettre à leur disposition des jeunes formés, initiés au commerce international, au commerce avec leur pays d'origine. Et là, effectivement, ça a donné des résultats très, très positifs. Et on a formé des jeunes qui sont devenus des chefs d'entreprise, qui ont monté leur entreprise dans le pays d'origine. Et c'est comme ça qu'on a initié le phénomène de l'intégration à rebours, l'immigration à rebours. C'est-à-dire, on encourageait des jeunes à retourner dans le pays d'origine et puis à y fonder, à créer de la richesse. Et à partir de là, cette initiative a été couronnée par le prix Émile Noël, qui est un prix qui est décerné par la Commission européenne et récompensant les initiatives d'insertion, d'intégration des publics venus d'autres pays de la communauté européenne.
J'arrive ensuite sur mon expérience professionnelle. Je m'installe à Paris. Cette initiative ayant produit des effets positifs, je commence à essayer de chercher un travail. Je disais à Mme Girondin à un instant, j'ai fait mes études au Centre européen universitaire de Nancy, qui est en réalité cette école qui m'a permis de venir en France avec une bourse de 1 500 francs à l'époque, et l'école qui fabrique les fonctionnaires de l'Union européenne, c'est-à-dire les fonctionnaires destinés à travailler à la Commission européenne, au Parlement ou au Conseil des ministres, quoi. Et moi, je viens d'Algérie, je découvre un mécanisme institutionnel qui n'est pas fait pour moi. Je découvre un Parlement qui n'a pas de pouvoir et une Commission qui n'est pas élue, qui a tous les pouvoirs. Donc je sors major de promotion également de cette école, mais, diplôme spécialisé en droit européen, je ne voyais pas, aucune perspective, quoi. Donc j'habitais une chambre de bonne dans le 16e arrondissement avec ma compagne qui est devenue par la suite mon épouse, et mon seul objectif pour réussir mon insertion professionnelle, c'est d'aller travailler chez Tati comme vigile. Parce que Barbès, c'est le quartier arabe, donc j'étais visible de ma communauté avec un uniforme qui était le signe d'une promotion sociale, quoi. Ah, ok, banco, ma femme m'a dit, tu veux ça? Bah vas-y. Elle savait ce qu'elle me disait, quoi. Bah, je me rends le lendemain à ce rendez-vous, 200, 300 personnes qui postulaient pour le même poste. Dans un bureau qui faisait à peu près 30-40 mètres carrés, les gens attendaient derrière, et puis je dis, attends mec, bah, là tu t'es trompé de perspective. Si c'est ça que tu veux, t'as pas ta place en France. Ta place est ailleurs, pas en France. Je reviens, j'en parle avec mon épouse, elle me dit, voilà, maintenant, tu as de beaux diplômes en spécialité européenne, ça représente un avenir dans ce pays, vas-y, fonce. Ok, je vais à Assas, bibliothèque, je travaille ma thèse de doctorat, et puis je sors, petite affiche, cabinet d'avocat, cherche diplômé en droit européen. Ben, comme tout jeune de l'époque, je déchire l'affiche pour que personne ne puisse la voir par la suite. Je me présente le lendemain, je tombe sur un avocat jeune, 30 ans, dynamique, etc., spécialisé dans le droit de la franchise. À l'époque, la franchise venait des États-Unis, ça poussait en France, avec des marques comme Pronuptia, La Vie Claire et autres, quoi. Et donc, je dis, t'es capable de monter un département Europe? J'ai dit, ouais, banco. Je suis engagé comme directeur du département Europe. Et je tombe sur la première affaire, qui est l'affaire Pronuptia à l'époque. Parce que Pronuptia, ce qu'on appelle le phénomène des importations parallèles, vous avez un franchisé qui est en France. Normalement, il ne doit acheter des robes de mariée qu'en France, mais lui allait les acheter en Belgique. On a eu le même problème avec les voitures et Michel Leclerc, ce qu'on appelle les importations parallèles. Et ça, c'était interdit. Et donc l'affaire avait été portée à Luxembourg, au niveau de la Cour de justice des communautés européennes. Et je commençais à écrire des articles dans la presse spécialisée, Franchise Magazine, en kiosque, etc. Et le patron, il me dit, tout ce que tu écriras, qui sortira du cabinet, je dois le co-signer. Jusqu'au jour où je tombe sur une grosse affaire, je suis sollicité par le groupe Bernard Tapie pour notification de son contrat à Bruxelles pour des raisons de droit de la concurrence qui sont techniques, sur lesquelles je ne reviens pas là-dessus. Ça a commencé à chauffer entre nous, et puis la semaine d'après, je dis, tiens, la situation dans ce cabinet est invivable, il faut que j'essaye de m'en sortir. J'ai compris maintenant le business, comment il fonctionne, je me sens capable de m'installer moi-même. Entre-temps, j'ai commencé à écrire dans des revues Africasie, Jeune Afrique, etc. J'ai commencé à avoir des bribes d'éléments qui permettaient d'aller un peu plus loin dans une perspective professionnelle. Donc, bon matin, je prends mon téléphone, j'appelle Gérard Ernaud, qui était rédacteur en chef du journal L'Équipe, devenu par la suite directeur général de la Fédération française de football. J'appelle, j'ai dit, écoutez, je viens d'apprendre que le Parlement européen travaille sur le fameux dossier, rappelez-vous, à l'époque, dans les années 85-88, des clubs de football qui ne pouvaient pas embaucher plus de 5 joueurs étrangers, ce qui était une atteinte à la libre circulation des personnes au niveau européen. Donc j'ai dit, voilà, le problème, ça va venir prochainement, ça va faire un gros scandale. Il me dit, vous me proposez quoi? J'ai dit, j'ai un article, si vous voulez le passer. Il me dit, non, L'Équipe travaille avec ses journalistes, on ne peut pas prendre une signature extérieure, quoi. Déçu, il raccroche, et puis 48 heures après, il m'appelle. Mais écoutez, j'ai parlé avec Jacques Godet, qui est le président du groupe, et le président estime que le sujet est important, il faut le traiter.
Il me dit, en revanche, on ne prendra pas un article venant de vous, mais en revanche, ce que je vous propose, c'est de faire un sonore, un enregistrement pour me dire, tiens, votre sentiment sur le sujet, etc. Banco, on le fait. Et le lendemain, bizarre, mon téléphone commence à sonner à 7 h du matin. Les appels à gauche, à droite, etc. Qu'est-ce qui se passe? T'as lu l'équipe? T'as lu l'équipe? Non, non, je vais en kiosque, j'achète l'équipe. À surprise, je suis interviewé en même temps que Fournet-Fayard, le président de la Fédération française de football, et Jacques Georges, le président de l'Union européenne de football association. Et là, bon, vous faites un coup comme ça, ben c'est sûr, les médias, je suis invité à les radios, télé, etc. C'est parti, je me fâche avec mon patron et je pars. Je pars, ben, je m'installe comme expert européen et je commence à gravir les échelons. Hein. J'ai travaillé sur les problèmes de concurrence et autres. Je fais de la radio, j'ai une mission réussite qui consistait à présenter des talents issus de l'immigration qui a réussi pour servir d'exemple aux jeunes, donc ça a très très bien marché. Suite à cela, j'ai été convié à faire des reportages télévisés pour des pays comme l'Algérie notamment, qui sont passés à la télévision. J'ai fait une visite à Alger, on a été reçu par le président de la République à l'époque, etc. Tout ça a créé vraiment une dynamique assez conséquente et importante. 88, donc, je suis proposé par le Premier ministre à l'époque, Dominique Villepin, au grade de chevalier de la Légion d'honneur, et j'arrive à la SMLH, Société des membres de la Légion d'honneur, que je ne connaissais pas. J'ai la Légion d'honneur, on me la remet, mais quid de l'après, remise de la médaille? Je ne savais pas. C'est pour ça que je dis toujours, la Légion d'honneur, ce n'est pas une fin en soi, mais le début de quelque chose, quoi. Et quand j'ai compris le pourquoi de la chose, et quand j'ai vu beaucoup de gens qui demandaient la Légion d'honneur et qui ne l'avaient pas, parce que la Légion d'honneur ne se demande pas, elle se décerne sur proposition d'une autorité ou d'une personnalité, je me suis dit, tiens, bah, je vais engager quelque chose. C'est quoi quelque chose? J'ai dit, tiens, peut-être le football, essayer de voir avec les quartiers ce qu'on peut faire. Je commence par faire un petit match entre une équipe de jeunes et puis une sélection d'internationaux. J'en parlais il y a un instant avec Mme Girardin, des internationaux qui ont fait des Coupes du Monde, qui sont venus, qui ont été professionnels à Lille, Bordeaux, etc. Et je leur ai proposé de faire le match avec les jeunes. Et ça a été magique. Les jeunes n'ont pas arrêté de prendre des selfies, parler avec les footballeurs parce qu'ils les connaissaient, ils les avaient vus à la télé. Et puis se passe ce que j'attendais pas. Je leur avais fait des maillots, des tenues floquées du sigle de la Légion d'honneur. Je me suis dit, c'est sûr, ces maillots, les petits jeunes tels que je les connais, ils vont se tailler avec, j'en verrai pas la couleur. Eh ben non. À la fin, ils ont tout plié, tout posé sur le banc du vestiaire en me disant, monsieur, voici les maillots que vous nous avez donnés. Je dis non, mais c'est pour vous, vous les gardez. Je les invite juste après à venir participer à une collecte des Restos du Cœur. Je me suis dit, allez, on va commencer à voir si vraiment ils ont cette fibre de solidarité. Je tente l'expérience, nickel, ils viennent, ils font la collecte, et de là je me suis dit maintenant, on va passer à une autre étape, aller en immersion dans les quartiers, faire quelque chose pour eux, et essayer d'aider à leur insertion professionnelle et sociale. Rapidement, c'est le plan que j'ai développé dans ces quartiers, hein, que je vais vous exposer brièvement. Hein. Donc je me suis dit, tiens, pour aller dans ces quartiers, bah, il faut trouver un fil conducteur qui puisse intéresser les jeunes et les amener à ma rencontre. Bah, quoi de mieux que le football? Ça a marché une fois, pourquoi ça ne marcherait pas la deuxième fois? Bah, je me rends en immersion dans un quartier de ma ville pour parler à ces jeunes. Bah, mon erreur, c'est d'y aller comme aujourd'hui, cravate, machin. Qu'est-ce qu'il vient faire, lui? C'est encore un élu, un politique qui vient chercher nos voix. Un attroupement d'à peu près 30-40 jeunes. Hein. C'est vrai que quand on ne connaît pas comment il fonctionne, ça fait peur. Mais après, bah, on engage. On engage la discussion. Hein. Il y en a qui sont menaçants, d'autres qui sont conciliants. On arrive toujours. Et puis au final, il y en a un qui a dit on lui donne sa chance. On laisse faire, on verra. Bah, effectivement, on a commencé. Hein. Et donc j'aurais proposé de s'engager dans des équipes de foot à travers un tournoi. C'est la première démarche, le premier contact. Mais simplement la démarche, quand je l'ai initiée, bah, il fallait lui donner du sens. À faire venir des jeunes pour un tournoi de football, bah, c'est sûr, ça les sort de leur quartier une journée, mais après, on fait quoi? Bah, j'ai greffé
cette action à de l'insertion sociale et professionnelle. En disant en même temps que le foot, ben, vous allez découvrir, il y aura un village d'entreprises, il y aura des entreprises qui seront là, qui vont vous proposer des stages et éventuellement vous recruter. Et ça a marché. Donc j'ai eu une association d'entrepreneurs locaux qui est venue, qui a participé au tournoi avec des petits stands et ça a facilité le contact avec les jeunes. Parfait, ça a marché. Et dit maintenant, ce tournoi, quand je vais l'organiser, il va falloir lui donner un peu de sens et puis une dimension citoyenne. Comment faire? Faire venir des jeunes pour y jouer, d'accord, mais c'est pas ça. J'ai dit, je vais organiser un cérémonial d'ouverture du tournoi. Et ce cérémonial, je l'ai imaginé comme ce que serait le véritable creuset de la République. C'est quoi le creuset de la République? C'est un creuset qui est en réalité composé de l'ensemble des composantes sociales de la société. Et ce creuset, j'ai essayé de le reconstituer à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture du tournoi, en faisant venir le préfet, en faisant venir le président du conseil départemental, les élus, les sénateurs, les élus locaux, etc., les associations. Et je me retrouvais avec 40-50 personnalités conviées à participer à l'inauguration de la cérémonie d'ouverture du tournoi de football. Et bien évidemment, les jeunes, quand ils voient quand même qu'ils ont l'attention, l'intérêt de l'ensemble de ces responsables, bah, ça leur donne envie de s'impliquer un peu plus dans la démarche. Et le cérémonial se terminait par la Marseillaise jouée par la fanfare impériale locale. Et je peux vous dire, j'étais sceptique sur le fait de voir les jeunes chanter la Marseillaise ou pas. Et là, par la suite, beaucoup venaient me voir, monsieur, vous avez vu, on a bien chanté. Hein. Mais je dis, t'as fait comment? On a été sur Internet, on a cherché les paroles et on a appris. Ben, je dis, là, on commence à gagner. Et gagner, c'est aussi c'est la deuxième étape du plan que j'ai déployé avec de l'humilité. De l'humilité. L'humilité, c'est quoi? On fait un tournoi, je ne dois pas prendre la parole. Parce que ce n'est pas moi qui ai la vedette ce jour-là. C'est la fête des jeunes. Donc qu'est-ce que je faisais? Je demandais aux politiques de parler moins et de laisser les jeunes s'exprimer. Et on passait le micro aux jeunes, à chaque équipe, de dire d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est magnifique. Je gardais l'attention, je captais l'attention de ces jeunes pendant 45 minutes à une cérémonie debout, à écouter les uns et les autres et à être attentif à chanter la Marseillaise à la fin. Cela dit étant réussi, maintenant le tournoi terminé, il va falloir occuper le temps et donner de la crédibilité à l'action que j'ai souhaité développer dans le temps. Parce que si l'action ne se renouvelle pas dans le temps, on perd sa crédibilité vis-à-vis de ces jeunes. Et entre deux tournois, j'ai commencé à faire avec les jeunes de l'insertion professionnelle. Je raconte une anecdote qui est dans le livre. Un jour, j'étais élu dans ma ville, je ne conduisais pas, donc je prenais le bus. Dans le bus, une dame qui m'accroche. Monsieur, est-ce que je peux vous demander à m'aider? Je cherche un job et je n'y arrive pas. Et moi, au travail, dans le groupe bancaire, on a mis 2 années à en chercher des CDI, on ne trouvait pas. On recrutait des jeunes, ils venaient recharger le droit à l'indemnisation au chômage, et ils partaient, ils démissionnaient même pas, c'était des abandons de poste. Et j'ai dit, tiens, quelqu'un qui a 55 ans, une dame d'un certain âge, ça peut être intéressant. J'ai dit, tu viens chez moi, sur les plateformes, tu as un job, allez, payé jusqu'à 2000 € net, etc. Ça peut être intéressant pour toi. Je lui ai dit, tu gagnes combien là où tu es? Elle me dit, je suis hôtesse d'accueil dans une entreprise, j'ai 800 € par mois. Je te rends compte? Ok. Elle vient le lendemain, je lui donne rendez-vous dans l'entreprise, elle arrive rue de la Victoire, elle voit un immeuble, etc., 9e arrondissement, elle a déjà peur. Je l'installe sur la plateforme avec les filles, elle commence à bosser, etc. Elle commence à venir, j'ai du mal. Je dis, non, accroche-toi. Là où tu as du mal, je suis là avec toi, je t'aide et tout. 48 heures après, elle me dit, monsieur, j'en peux plus, c'est pas pour moi. Je ne peux pas rester, je m'en vais. Ben, j'ai compris quoi? J'ai compris qu'en réalité, je l'ai insérée dans un environnement qui n'était pas le sien et qu'elle n'avait pas été préparée à ça. Si je l'avais préparée
à savoir ce qu'est la diversité dans un grand groupe, comment fonctionne un grand groupe et autres, ben, peut-être qu'elle aurait bien vécu ce passage et qu'elle serait restée, quoi. De là, j'ai pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour les jeunes. Donc j'ai commencé, toujours dans l'idée de faire des activités intermittentes entre deux tournois de football, j'ai commencé à faire des séances de découverte de métiers. On a commencé par les métiers de l'environnement. Je contacte le syndicat local de collecte des ordures ménagères, et l'idée c'était de le faire embarquer sur les camions, faire la collecte, arriver au centre de tri, voir un petit peu tous les métiers du tri, hein, et puis prendre un petit déjeuner avec le directeur qui va leur parler des opportunités autres, quoi. Nickel, ça a marché très bien. Et même à l'époque, le sous-préfet de l'arrondissement était partant pour monter dans les camions avec nous, quoi, hein. Deuxième étape, je fais toujours les métiers de l'environnement, les métiers de l'eau. En contact avec une mission locale, j'ai dit voilà ce que je vais faire. Ça ne marchera jamais, on les connaît les jeunes. En plus, c'est une mission locale qui est installée dans un quartier prioritaire. J'ai dit écoutez, faites-moi confiance, on essaye, et puis si ça ne marche pas, on abandonne ou on fera quelque chose. Résultat, 140 jeunes qui sont venus. 140 jeunes. J'ai laissé parler les responsables du groupe, qui est spécialisé dans la gestion de l'eau, sans pour autant dire qui c'est, avec un membre de mon comité qui était un ancien chef d'entreprise. Je me suis dit, tiens, ils sauront parler aux jeunes, quoi. En réalité, au bout d'une demi-heure, je voyais l'attention des jeunes partir ailleurs, ils étaient plus réceptifs, et ça n'avait plus de sens, quoi. Et j'ai dû intervenir, alors que je ne voulais pas. J'ai dû intervenir pour parler aux jeunes avec le même langage que la simplicité. Et j'ai commencé juste à leur dire quelque chose qui a provoqué chez eux ce qu'on appelle le court-circuit de Zanning, c'est-à-dire la prise de conscience. Il dit, là, les 140 que vous êtes dans la salle, si je devais en recruter un, je ne pourrais pas le faire. Silence complet. Je dis, vous avez vu les tenues? Comment vous êtes présentés, comment vous êtes habillés aujourd'hui? Vous veniez, vous étiez invité à quelque chose qui était supposé vous ouvrir des opportunités, éventuellement être embauché, mais vous ne me donnez pas envie. Et là, j'ai été applaudi par les jeunes. Et à la fin, mais monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, on va voir avec ces associations qui vous suivent ce que vous avez fait, les CV. Je vois les CV, bon, c'est insuffisant. J'ai proposé des parrainages républicains en préfecture, c'est-à-dire un chef d'entreprise parraine un jeune pour l'aider à trouver un travail. Et à l'époque, j'avais proposé que sur les CV, le parrain soit un titulaire de la Légion d'honneur et qu'on puisse mettre le logo de la société des membres de la Légion d'honneur sur le CV pour essayer de pousser à l'attention que peut susciter la demande d'emploi. Et ça a marché très très bien. On s'est retrouvé avec des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans une sous-préfecture et qui sont venus justement pour signer les conventions de parrainage. Et là, je commence à leur faire la découverte de ce qu'est un grand groupe et de la découverte de la diversité dans un grand groupe. Je les amenais avec moi chez Cardiff. Donc, comme je ne pouvais pas en amener 8 d'un coup, j'ai dit, tiens, j'en amènerai par tranche de 2. J'ai commencé à demander l'autorisation en interne. Personne n'a voulu prendre la responsabilité de dire qu'on reçoit des jeunes des quartiers prioritaires pour passer une journée en immersion dans l'entreprise. N'ayant pas reçu de réponse, je prends sur moi-même la responsabilité de les faire venir sans autorisation. Et donc, je leur donnais le rendez-vous le matin à 6 h. Et puis, ils venaient avec moi dans la voiture professionnelle, le véhicule de fonction. Et on faisait Marne-la-Vallée-Nanterre, 60 km, avec la 86, tous les embouteillages, etc. En partant à 6 h du matin, on arrivait à 8 h 30. Donc, ils comprenaient déjà la difficulté du métier. Et souvent, ils dormaient dans la voiture. Et le soir, quand je les raccompagnais, la même chose. Ils dormaient tellement, ils étaient fatigués, usés. Je dis, mais tout ça, c'est les efforts qui permettent de monter l'échelle de la société et l'échelle professionnelle. Et il se passe une petite anecdote que je rapporte également dans le livre. Un jour, donc, je donne rendez-vous aux 2 autres qui devaient suivre. À 6 h du matin, 6 h 15, je vois personne. Je suis en face de la sortie du métro de Marne-la-Vallée, et puis j'appelle les jeunes. Allô, écoutez, ça fait un quart d'heure que j'attends, et vous n'êtes pas là. Ah, je dis, si, monsieur, on est devant la sortie du métro. Je dis, écoutez, moi j'ai telle voiture. Ah ouais, mais on ne savait pas que c'était la voiture.
parce que j'avais une belle voiture de fonction. Ils ne s'imaginaient pas qu'ils pouvaient monter dans la voiture, quoi. Voilà. Donc ils sont venus par la suite avec moi, passer la journée, et ils déjeunaient avec moi. Ils faisaient de la double écoute. Je leur faisais découvrir les métiers de l'assurance. Ils étaient ravis. Et à la fin de la journée, je peux vous dire, ils pleuraient. Ils avaient les larmes aux yeux. Et une semaine après, celui qui avait fait de la prison, qui était dans le groupe des 8, a été le premier à retrouver du travail. Il me dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette visite m'a fait du bien, m'a fait prendre conscience que je pouvais être l'égal de gens comme vous. J'ai dit, mais c'est sûr, c'est gagné. Et dans les couloirs, je leur montrais, vous voyez, couleurs de peau différentes, cultures différentes. Et puis les gens ont leur place, pourquoi pas vous? Ben, simplement, hein, vous n'avez pas tenté. Et puis vous n'avez pas le bagage nécessaire pour pouvoir aller à ce niveau. Pour y aller, ben, il faut faire des études, il faut de la rigueur, il faut des sacrifices et puis de l'envie. Voilà. Et je termine le parcours. Hein. Tout ce que j'ai fait dans les quartiers. Si j'avais compté uniquement sur ceux qui ont eu la récompense de la nation, qui étaient avec moi, je n'aurais rien fait. Je serais parti à l'échec. À l'échec. Parce qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas conscience de la réalité sociale dans laquelle évolue la société française et de la réalité aussi de ces quartiers. Ce qui m'a permis d'aller de l'avant, c'est que j'ai pu fabriquer des bénévoles à mon image. Des gens bénévoles issus des quartiers ou pas, et qui ont cette motivation de comprendre les jeunes, de les accompagner. Et j'ai débuté avec 3-4 bénévoles au début, et puis je me suis retrouvé avec une quarantaine. Une quarantaine qui agissait au sein d'une structure qui s'appelait la Société des membres de la Légion d'honneur, mais qui n'avait pas la Légion d'honneur. Et je me suis retrouvé à gérer les conflits entre ceux qui étaient distingués par la nation et ceux qui ne l'étaient pas, pensant que ceux qui ne l'étaient pas, les bénévoles, prenaient leur place. Alors qu'en réalité, le gars bénévole des banlieues, il ne vient pas pour solliciter la Légion d'honneur. Il vient aider. Pourquoi l'empêcher dans son élan, dans son effort de générosité, quoi. Voilà. Donc tout ça a fait que, bon, on a bâti une belle stratégie qui a permis d'organiser ce qu'a appelé Anne il y a un instant le championnat national des quartiers prioritaires. Hein. Plus de 30 quartiers qui sont venus participer à ce tournoi de football, hein, avec des internationaux et autres. Hein. Et vers la fin, avant que je ne déménage, j'ai essayé d'aller à nouveau dans les quartiers et dire aux jeunes, maintenant, moi j'ai créé quelque chose, ben, c'est à vous d'apporter votre pierre à l'organisation de cette dynamique et pour qu'elle ne retombe pas. Comment? J'ai commencé à former les jeunes des quartiers à l'arbitrage. Ben oui, ça donne du sens. Je dis, mais si vous faites cette formation et que vous venez arbitrer des matchs de football, je vous donnerai une petite indemnité et puis, moyennant quoi, c'est symbolique, c'est vous qui allez faire la loi sur le terrain de jeu vis-à-vis de vos collègues. Et je leur demandais surtout, quand il se faisait une faute, de faire la pédagogie de la faute de manière à ce que les joueurs puissent les accepter, quoi. Et donc ça a marché très 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 bien. Et à chaque fois que j'allais dans les quartiers pour faire des mini-tournois avec d'anciens internationaux, ceux qui ont fait des Coupes du Monde, ben, on arrive dans la salle, ben, les jeunes ils se lèvent. Ils se lèvent par respect. Mais pour arriver à ce stade, si on ne raconte pas une histoire aux jeunes, une histoire qui puisse les emballer, les entraîner et leur donner une perspective, on ne fera rien. C'est pour ça qu'on a besoin de gens qui ont vécu dans ces quartiers ou qui sont venus d'ailleurs tout simplement et qui peuvent leur raconter une histoire comme la mienne, comme celle d'autres, qui peuvent dire à ces jeunes, bah oui mais c'est possible. Je raconte une anecdote, je fais venir quelqu'un qui a fait 2 Coupes du Monde, Emmanuel Kesak Maboang, qui était le numéro 10 de l'équipe du Cameroun. Tellement fort à l'époque qu'on l'appelait Pelé. Et ben, ce jeune, il s'est retrouvé au Paris FC à Paris, donc je l'ai récupéré, il venait avec moi dans les quartiers, etc. Et il m'a aidé énormément à faire passer le message aux jeunes. Lui, il racontait comment il a démarré son métier de footballeur et comment il est arrivé à faire 2 Coupes du Monde.
Il raconte aux jeunes, quand il a démarré, il portait le sac du joueur de football là, de Roger Mila, voilà, qui était connu à l'époque, etc. Et puis, Mila, il dormait dans une suite, lui, il avait une petite chambre. Et là, quand il a commencé à marquer des buts, c'est la suite et emporter son sac. Donc ça faisait rigoler les jeunes, etc. Et puis, ce qui va venir est intéressant. Et puis il dit, j'ai réussi quand même à mettre Mila de côté, je marquais. Et puis un jour, avant un match en Coupe du Monde en Italie, un copain à lui qui dit, écoute, mais demain, si tu veux mettre 3 buts, tu prends un café et tu rajoutes 2 doses de whisky, quoi. Et il fait ça. Et le problème, c'est que quand il rentre en compétition, il est nul. Il ne se sentait plus sur le terrain. Il le sentait, il le dit aux jeunes. Et l'entraîneur a vu qu'il n'était pas en forme, c'était pas sa journée, et il le rappelle. Il fait rentrer qui? Celui dont il avait pris la place, Roger Mila, qui était retraité. Roger Mila rentre, c'était la Coupe du Monde Cameroun-Italie, il rentre, il met 2 buts. Et l'autre, sur le banc de touche, il dit, là j'ai compris que ma carrière était terminée, quoi. Et la symbolique du témoignage était importante aux jeunes, quoi. Comme quoi la faute, elle se paye cash. Et quand vous apportez à ces jeunes des récits comme cela, bah, ils accrochent, quoi. Ils se disent, voilà, c'est possible, quoi. Voilà. Et pour couronner le tout, et j'en arrêterai là, j'ai organisé la caravane Entreprendre et Réussir dans les quartiers. J'ai fait le tour de l'ensemble des quartiers de Seine-et-Marne, à la rencontre de jeunes, avec un panel d'experts. Il y avait Crédit Agricole, parce que les jeunes ne savent pas ce que c'est qu'une banque. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une banque. Et le Crédit Agricole leur disait, ben oui, on a une agence à tel endroit, la semaine prochaine, on organise une visite, vous allez voir comment fonctionne une banque. J'ai amené la Chambre des métiers pour les accompagner à l'apprentissage, à la création d'entreprises et autres. Voilà, j'ai deux associations qui faisaient du financement de petits projets. Et avec toutes ces personnalités, on a fait le tour de la Seine-et-Marne. Les jeunes venaient nous présenter leurs projets. Et on essayait, nous, de les aider, de leur apporter des petites solutions en termes de coaching, quoi. On a réussi à faire valider une centaine de projets, hein, de jeunes qui les ont menés à terme, quoi. Et lors de ces étapes de la caravane, bah, les jeunes étaient tellement motivés qu'ils venaient, ceux qui étaient dans la gastronomie avec des produits à nous faire découvrir, ils étaient habillés comme pas possible. Et ça a donné des résultats. Quand on a fait la clôture avec la préfète qui était venue, bah, elle était subjuguée par la qualité du résultat qu'on a obtenu, quoi. Après, bah, on a identifié des difficultés. Quelqu'un qui ouvre un salon de coiffure dans un quartier qui n'a pas de clientèle, bah, c'est sûr, il dit les gens ne viennent pas chez moi parce que je suis installé dans le quartier. Donc il faut lui trouver une solution pour l'héberger ailleurs, quoi. Voilà un petit peu là, ce que je voulais vous narrer ce soir, d'une façon peut-être un peu plus passionnée. Mais je vous remercie pour votre aimable attention et je suis prêt à engager le débat avec vous. Merci beaucoup, Méziane. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un type de terrain, si je peux dire, Méziane, parce que dans le bouquin, il y a quand même quelques règles qu'il a tenté de formaliser, comme il m'a dit lui-même, conceptualiser de qu'est-ce qui fait que ça réussit, cette démarche, hein. Donc, je vous incite à le lire, évidemment, pour ça. Mais indépendamment de ça, j'ai entendu plein de fois, ça a marché, hop, et puis ça a marché, et puis ça a marché. Oui, mais comment ça se fait que ça marche Ça marche parce que j'ai eu l'appui des bénévoles et surtout l'appui de l'État. Moi, j'ai fait mon assemblée générale de la Société des membres de la Légion d'honneur de Seine-et-Marne. Je l'ai faite à l'école de gendarmerie à Melun. Invité la préfète qui était venue et à l'occasion, elle a assisté à nos travaux. Elle a vu que j'avais fait voter une résolution déclarant les jeunes des quartiers prioritaires grande cause départementale. J'en ai fait une grande cause départementale à travers l'association départementale. J'ai dit, ce mec, soit il déconne ou il n'a pas conscience de la réalité à laquelle il va être confronté, quoi. Et puis à un moment, j'ai dit au vice-président, tu raccompagnes madame la préfète, elle va partir, etc. Elle me dit, non, est-ce que vous pouvez venir avec moi? On vient, on s'isole dans un petit coin, on prend un café. Elle me dit, écoutez, à partir de ce jour, le corps préfectoral est à votre disposition pour
répondre à toutes vos sollicitations. Et effectivement, je n'ai jamais reçu de refus de la part du corps préfectoral, à commencer par celui de mon arrondissement, le sous-préfet qui a tout fait pour que les choses réussissent. Après, j'ai été soutenu par les ministères quand même, hein. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Citoyenneté avec Marianne Chapa à l'époque, la ville avec notre Julien de Normandie à l'époque aussi, hein, qui m'a fait une lettre de félicitations manuscrite à la main. Hein. Il faut le faire pour un ministre quand même. Voilà. Donc j'ai eu quand même des ministres qui ont souhaité venir. Excusez-moi de vous interrompre, vous avez le soutien, on va dire, institutionnel. Hein, voilà. Mais comment ça marche auprès des jeunes? C'est ça ma question plutôt. Auprès des Pourquoi jeunes, ils acceptent de rentrer dans un jeu? Ils acceptent parce qu'il y a... Et que ça ne marche pas avec d'autres éventuellement. Ça ne marche pas avec d'autres parce qu'il y a quelqu'un qui est rigide avec eux, qui leur dit la vérité et qui essaye d'instaurer une discipline et une règle à respecter. Voilà, ça commence par là. C'est ce que je leur dis toujours. Si on se respecte mutuellement, on peut avancer. Si on ne se respecte pas, il y a un point de rupture, quoi, voilà. Mais ce travail, sur le plan psychologique, il est colossal, il est énorme. Hein. La crédibilité, vous savez, hein, quand vous allez arriver dans un quartier, c'est pas qu'en politique, on vous scanne. Hein. On vous scanne, hein, en long, en travers, en large, pour voir si vraiment vous êtes propre, vous êtes crédible, et si vous représentez quelque chose pour eux, en termes d'espoir et de dynamique à faire porter, quoi. Ça, les jeunes, ils ont un regard très vigilant parce qu'ils en ont vu. On me le dit assez souvent. Si c'est comme les politiques, vous venez au moment où vous avez besoin de nous, notamment les élections, nous, on n'en veut pas. Si c'est pour venir nous proposer un terrain de football, on n'en veut pas. C'est pas ça. On veut autre chose. On veut une solution qui nous permette de sortir du quartier. Voilà, c'est ça la clé. Et le résultat du tournoi de foot, c'est que ça a permis de sortir l'espace d'une journée les jeunes de leur quartier. Voilà. Quand vous faites un ravivage à l'Arc de Triomphe avec des jeunes, des quartiers, ça a du sens. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne savent pas ce que c'est. Et quand ils voient que pour aller au ravivage de la flamme, on bloque la circulation autour de l'Arc de Triomphe pour laisser passer les personnes venues participer à la cérémonie de ravivage, je peux vous dire que les 5 minutes qu'on met à traverser l'Arc de Triomphe, le rond-point de l'Étoile, psychologiquement, ça réveille beaucoup de choses dans la tête, quoi. Et après, à une cérémonie mémorielle, le 11 novembre, les jeunes vous demandent de porter le drapeau. Vous voyez? C'est dans le temps, ça se travaille. Mais après, il y a des échecs aussi. Hein. Il y a des jeunes, je dis toujours dans ces quartiers, il y a 2 camps qu'il faut savoir réconcilier. Il y a ceux qui disent « nous sommes les oubliés de la République », et comme on nous a oubliés, on va vivre en marche. Et ceux qui le disent ouvertement « on a oublié la République, elle n'existe pas ». Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut réconcilier, les deux. Faire en sorte de dire oui, la République, ça existe, c'est un creuset. Ou comme je leur dis assez souvent, quand vous laissez tomber une graine, elle pousse toute seule. Parce que dans la République, c'est l'égalité des chances. Il n'y a pas de discrimination. Les discriminations, c'est dans les têtes. Je leur dis, mon nom, Benarab, terminer sa carrière en tant que président d'une filiale d'un grand groupe, c'était inimaginable. 30 ans, 40 ans en arrière. On m'aurait posé la question, j'aurais dit jamais ça, impossible. Vous avez parlé de foot, alors il y a des filles dans votre histoire, hein? Ah oui, bien sûr. Toujours les filles dans la symbolique, la mixité, c'est important. Hein. Voilà, de faire précéder le tournoi masculin par un tournoi féminin. Voilà. Et ça, de voir le plaisir de faire sortir, on le voit dans le documentaire qui a été fait par la SMLH, voir les équipes de jeunes se lâcher complètement. Qu'importe, elles viennent avec le drapeau du Maroc, de l'Algérie, elles viennent avec leur tenue vestimentaire religieuse et autres, qu'importe dans un premier temps. Le reste, ça se travaille par la suite. On peut expliquer que de faire ça ou ça par rapport à la collectivité, l'endroit où on est, c'est pas tolérable. Je ne vous le cache pas. Moi, on m'a demandé en pleine compétition sportive d'arrêter le match pour aller faire la prière. Ben oui, voilà. Ben, si je dis oui, on ouvre une brèche et puis voilà, ça ne s'arrête plus. Mais si on explique que ce n'est pas possible, qu'ils peuvent retarder la prière par la suite, ben ça passe. Mais il faut le dire fermement. D'abord, merci pour vos propos. Bravo pour votre parcours. J'ai connu Tizi Ouzou et Alger, donc je sais d'où vous venez, c'est formidable. Et j'ai connu la Cardiff également. Voilà.
vous venez de nous démontrer une fois encore que par le sport, et seulement par le sport, on peut arriver à sortir des jeunes d'une ligne qui est en zigzag et de les remettre sur une ligne droite. C'est pas évident, et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, malheureusement, la drogue et le commerce de la drogue perturbe considérablement la ligne droite. Alors j'ai une question à vous poser. Si vous étiez à Marseille, dans les quartiers nord, et oui, je prends l'exemple le plus terrible, parce que là on est en présence de gangs comme au Mexique. Comment pourriez-vous appréhender la situation ? Bon, merci pour la question. Il n'y a pas besoin d'aller à Marseille pour narrer des situations semblables. Hein. En 2014, quand j'ai fait ma campagne électorale, donc j'étais tête de liste pour les municipales et je faisais à peu près 800 portes par jour et je rencontrais ces jeunes dealers, hein, qui ne se cachaient pas d'ailleurs. Hein. Un gars, il dit moi j'ai 4 000 € en vendant de la drogue, qu'est-ce que tu me proposes ? Voilà, la solution, elle est là, la clé. Hein. Ouais. Si on lui propose une perspective, bah, il peut y adhérer, mais simplement, on ne peut pas lui dire on te donne des sous et puis vas-y. Non, il faut de l'accompagnement, il faut beaucoup de choses, quoi. Je parle des petits dealers, je ne parle pas de ceux qui sont organisés en bande et autres, quoi. Lors de la caravane Entreprendre et réussir dans les quartiers, on a eu dans une ville, je ne citerai pas le nom, un petit jeune qui était taxi. Et il venait de se monter sa société, mais il était dealer, hein, il était un petit peu dans des choses pas nettes, très certainement lui. Et il me disait, hein, moi si l'État me donne 100 000 € par exemple, je peux acheter 4-5 taxis pour 5 dealers que je peux réinsérer et je m'y engage. Vous voyez ? Donc, si on donne à ces jeunes une perspective, bah, c'est possible. Si on ne leur laisse pas de perspective, c'est sûr qu'ils vont verser dans ce type de situation. Hein. Moi, j'étais, raconte, dans ma jeunesse, autour de ce fameux poteau, j'avais quoi, 16-17 ans, tout était présent dans la soirée. Il y avait du vin, il y avait des substances, des drogues et autres, et puis on franchit le pas. Hein. Mais quand il n'y a pas de perspective, ben c'est sûr, voilà. Mais après, le tout, comment je sais que l'État fait beaucoup de choses dans les quartiers. Hein. On ravale les façades des immeubles, on répare les ascenseurs et autres. Ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant. Il faut dans ces quartiers plus de mixité. Et puis, moi, je crois beaucoup au concept de l'intégration par l'économie. Et je cite toujours l'exemple, j'en avais parlé au téléphone avec Anne, Uber, quand il s'est installé en France. Vous avez vu le nombre de jeunes des banlieues qui se sont mis à porter le costume et la cravate pour devenir leur propre chef d'entreprise, quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu un entretien hier avec un délégué du préfet à la politique de la ville à Nanterre, et j'ai proposé la création de l'académie Entreprendre et réussir dans les quartiers. L'idée, c'est d'aller chercher tous ces jeunes qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise, on les voit à la télé, hein, qui ont réussi. On va les mettre dans une académie, et à côté de chaque jeune, on va mettre de chaque chef d'entreprise un jeune du quartier pour qu'il le parraine. Une fois le jeune du quartier avancé dans son projet, celui qui l'a parrainé, il sort de l'académie, c'est le jeune qui va prendre sa place en parrainant quelqu'un d'autre, quoi. De manière à ce qu'on ait une fabrique de créativité. Et il y a, j'en parlais avec Mme Girard, dans ces quartiers, il y a un vivier d'ambition, d'envie de sortir du quotidien, de faire autre chose qui est colossal, énorme, énorme, énorme. Mais simplement, il faut répondre au quotidien qui est dur pour eux. Moi, j'ai rencontré des femmes isolées avec une fille à la rue qui n'a rien à manger et qui vous le dit, mais monsieur, j'ai rien à manger. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec moi? Ben oui, on va à l'épicerie sociale, chercher, etc. Ensuite, on l'a aidée. Elle vous dit, elle vous rappelle, je suis inscrit à la faculté de Vincennes pour un diplôme dans le domaine social. Écoutez, je n'ai pas de quoi payer mon inscription. J'appelle le recteur de l'université. Écoutez, vous avez un dispositif qui permet de dispenser ces catégories sociales des frais d'inscription. Ah oui, je fais une lettre avec papier en tête, la Légion d'honneur et tout. Aucune réponse. Elle me dit, monsieur, dans une semaine, on me dit, si je ne paye pas, je suis exclu. Et j'ai fait un chèque au nom du comité, quoi. Vous voyez, je l'ai aidé.
Mais quand je l'ai aidée, elle a terminé ses études. Elle me rappelle, mais monsieur, il me faut un stage maintenant. Personne ne veut prendre un stage. Allô, la mairie, machin, etc. Vous pouvez la prendre. Ok, on l'a prise. Et je fais une assemblée générale, elle est là. Je ne savais pas qu'elle était là. En pleurs, elle apporte son témoignage. Elle dit merci à vous de m'avoir permis de sortir de la situation dans laquelle on est. Vous voyez, c'est le quotidien. Voilà. C'est le petit jeune qui cherche un stage qui ne trouve pas. Et comme toutes les portes sont fermées, bah, il va commencer à avoir la haine de tout, y compris de la République, quoi. C'est ça, la haine de soi. Le pire, c'est la haine de soi. Moi, je suis passé par là. Quand c'est la haine de soi, on fait tout et n'importe quoi sans avoir conscience. Moi, je dis souvent, quand j'étais à cet âge-là, dans ma fameux poteau, j'étais mort, je n'existais pas. J'avais aucune vie, aucun sens. Et j'étais prêt à tout. Je piquais dans les jardins des voisins, je faisais tout, du tapage, n'importe quoi. Parce que j'avais envie d'en sortir. Quitte à aller à l'extrême, quoi. Voilà. Et je pose la question à la fin de mon livre, avec ces boat people et autres, ces jeunes qui traversent la Méditerranée. Si à l'époque j'étais dans la même situation, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, je le dis ouvertement, j'aurais tenté l'aventure. Vous voyez? Au risque de sa vie. Voilà. Je suis désolé, on va prendre d'autres questions peut-être. Hein. Alors, tout d'abord, merci pour un récit franchement extrêmement inspirant. Vraiment, bravo. J'aimerais vous demander, ou je suis interpellé par, vous avez parlé d'études. Je suis frappé quand même, vous-même, vous avez eu cette, je dirais, cette volonté d'étudier. Et en effet, pour faire vos études de droit et tout ça, il faut quand même s'appliquer. Hein. Moi, je suis expert comptable. Je l'ai fait en Angleterre à 18 ans. Hein. Je travaillais le jour et j'étudiais le soir. D'accord ? Je sais que c'est dur. Mais où je suis interpellé, c'est dans ces quartiers, c'est la question de l'éducation. C'est en effet de pouvoir donner les bases, vraiment les bases du départ, pour avoir une certaine éducation, même se comporter. Et je serais très intéressé d'avoir votre opinion là-dessus, justement parce qu'il me semble, je vais vous dire, je suis pas juif du tout, mais je suis frappé avec les juifs, le fait que pour eux, l'éducation est vraiment importante. Et en effet, c'est une voie pour sortir comment on dit ça, de pouvoir avancer dans la vie. Alors, je serais très intéressé par vos idées, comment faire avec l'éducation, l'école dans ces quartiers, s'il vous plaît. Oui, ma question va exactement dans le même sens. Je voulais savoir ce que vous n'avez pas du tout mentionné, finalement, le rapport avec... Il y a des écoles, des lycées, enfin, dans tous ces quartiers. Comment voyez-vous, finalement, est-ce qu'il y a un rapprochement possible? Est-ce que les jeunes que vous voyez étaient des jeunes qui étaient exclus de l'école, des décrocheurs, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être fait en accord et en harmonie avec les écoles? Enfin, parce que cette question de l'éducation est en effet importante. Sur la problématique de l'éducation, parle de moi dans un instant et puis je reviendrai aux parents et au lycée. J'étais au lycée, je raconte un peu dans le livre, primaire, j'aimais pas l'école. École buissonnière, j'étais abonné, donc voilà. Je me suis révélé au collège, mon père à 14 ans. Et à 14 ans, j'étais en quatrième, il y a eu un déclic. On nous a demandé... C'est en Algérie, ouais. On me demande, la prof, qui était une Belge, nous fait une rédaction sur un choix. On nous donne, écrivez une rédaction sur une thématique de votre choix, quoi. Puis moi, je fais une belle rédaction parce que ça a plu énormément à ma prof, à 14 ans. Hein. Le thème de la rédaction, c'était « Ceux qui ont des yeux ne voient pas leur bonheur ». Et elle me dit, mais moi, je pensais que tu parlais des aveugles. Mais je dis, on aurait pu penser ça, mais en réalité, moi, je parlais du père que j'avais perdu à 14 ans, et ça m'a marqué. De là, j'arrive au collège, je comprends. Là, je me retrouve à la maison, berger, on avait des vaches, des moutons, etc. Et j'avais honte d'aller au lycée avec des affaires. Je cachais toujours mes affaires, j'avais pas de cartable. Et puis, pour revenir à l'éducation, mon grand-père, qui s'intéressait à ce que je faisais, puisque n'ayant plus de père, lui a pris le relais, il me convoque un jour, il me dit, mais explique-moi. Ta mère me dit, tu ne travailles pas à la maison, tu ne révises pas.
tu ne prends pas tes affaires avec toi quand tu vas à l'école, et tu as des félicitations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je remportais tous les prix dans toutes les matières, y compris le sport. Il me dit, explique-moi. Il dit, grand-père, l'explication, elle est simple. Je suis attentionné, et quand j'essaie de comprendre le cours, quand je l'ai compris, je l'ai assimilé. Et c'est ce que j'ai gardé en faculté. Et je dis toujours aux jeunes, quand on assimile un cours, il est su et appris aux 3/4, quoi. Voilà, donc il y a ça. Le problème, à l'époque, j'étais suivi, quoi. Après, on revient aux parents, ici. Ben, c'est sûr. Si je m'occupe uniquement des jeunes, sans oublier les parents, j'aurais failli à ma tâche. Mais ce que me disaient les parents, parce que j'ai travaillé énormément en les approchant, mais j'aimerais bien que mon fils te ressemble. Enfin, c'est la même chose que toi, vous voyez, c'est important. Et pour répondre à la question, vous disiez, est-ce qu'il y a eu des gens issus de l'échec scolaire? Oui, mais pas autant que les gens que j'avais rencontrés dans des cycles universitaires et qui étaient à bout. Ils n'arrivaient plus à suivre, à continuer, en se disant je vais arrêter parce que c'est trop long. Et il y a la contrainte familiale, il y a la contrainte financière dans le foyer familial. Il me dit, mes parents me poussent à retrouver quelque chose, et puis je te cache pas, j'ai envie vite de trouver quelque chose, louer un appartement et quitter le quartier. Alors, les jeunes, les lycées, les écoles et autres, oui, on a créé l'école de la deuxième chance. Et je dis toujours, pourquoi ne pas remettre l'école de la première chance? Voilà, donc j'ai fait des tentatives, ça n'a jamais été bien perçu. J'ai demandé à des lycées de venir faire des interventions. Non, il n'y a pas eu de suite. Alors que mon souhait, dans ce que je faisais à travers le tournoi, c'était d'amener le monde de l'entreprise auprès des jeunes dans les collèges et les lycées, quoi. Mais je vous rassure, madame, le destin m'a rattrapé. J'ai mon fils qui a fait la notice finale du livre, qui est chez Google aujourd'hui. Il a fait son début de carrière à Dublin. Il a été rapatrié récemment sur Paris. Et mon fils est en train de faire ce que moi, je n'ai pas pu faire. Parce qu'il a eu la chance d'aller dans un collège qui était dans un quartier prioritaire. Et ça a été un échec parce qu'on l'a remis ensuite dans une école privée. Et aujourd'hui, il sait d'où il est sorti. Et il va dans ces quartiers, justement, et il apporte son expérience en disant voilà, je suis arrivé chez Google parce que ceci, cela, quoi, voilà. Oui, mais merci de votre intervention. Vous avez parlé de ce que vous faisiez en Seine-et-Marne, vous avez parlé de contact à Nanterre. Ma question, c'est comment faire pour pérenniser et développer vos activités, que ce ne soit pas simplement dans certains lieux, mais que ce soit plus global en France. C'est la question qui m'a été posée il y a 3 ans en arrière. Comment faire pour cloner des gens comme toi, quoi. Je dis non. On a parlé un petit peu avec Anne. Ben, mon souhait, c'est d'entraîner certains d'entre vous dans ces projets, quoi, hein. Si ce qu'on envisage avec certaines préfectures prend corps rapidement, ben, il est évident que ce serait intéressant que certains d'entre vous puissent nous rejoindre. Commencer par cette immersion, hein, dans un premier temps, et puis par la suite enchaîner par vous-même avec des initiatives dans ces quartiers. Il y a beaucoup à faire, hein. Il y a de l'accompagnement scolaire, il y a de l'accompagnement à la création d'entreprises, il y a des échanges à avoir avec ces jeunes tout court sur la vie, hein, échanger sur votre vision des choses et la vie dans le quartier, quoi. Vous recrutez en quelque sorte? Je ne recrute pas, je sensibilise. Je sensibilise. C'est une association ou... Non. Bah, à l'époque, j'étais président du comité départemental de la Société des membres de la Légion d'honneur. J'avais une structure associative sur laquelle je pouvais m'appuyer. Là, j'ai déménagé, je suis dans le sud, je suis dans un village de 3000 habitants. Mais pour vous dire, c'est mon ADN, je dois bouger. Donc, je me suis engagé dans les volontaires pour la prévention des feux de forêt l'été. Donc, j'ai l'été une tenue orange. Et je fais 4 heures de tournée dans le massif de l'Estérel pour essayer de prévenir tout départ d'incendie, quoi. Voilà, mais j'aurais voulu travailler sur des villes comme Fréjus où il y a quelque chose à faire, mais j'ai plus la même réceptivité auprès de mes collègues, quoi, voilà. Pour prolonger ce que vous dites, l'Académie Entreprendre pour réussir que vous avez créé. C'est un projet. Ah, c'est un projet. Ouais, parce que ça peut fédérer bien sûr. des bénévoles. Et l'idée est fédérer et surtout
que ça serve d'espace d'échange sur les expériences de création d'entrepreneuriat dans ces quartiers, quoi. Ouais, oui, Qu'est-ce qu'on peut y faire? Quelles sont les solutions qu'on peut apporter aux jeunes pour leur éviter de commettre les mêmes erreurs? Parce que l'appui de l'État pour ces quartiers est quand même là, il est consistant, hein. Voilà. Et simplement, lorsqu'on ne connaît pas les différents dispositifs, on ne peut pas les utiliser. Donc il faudrait effectivement démultiplier un peu ce type d'initiative pour pouvoir les faire avancer. Merci Monsieur Benarab pour ce beau témoignage, cette belle histoire en fait, finalement l'histoire d'un clerc. Quand je vous écoute, alors je notais quelques idées qui sont, quelques-uns de vos propos qui sont revenus. Tout commence par un totem. L'histoire ne dit pas si autour de ce poteau il y avait un lampadaire pour qui ceci facilite les rencontres. Vous parlez du travail, je retiens cela, hein, de la persévérance. Vous parlez souvent d'initier, mais initier c'est commencer, hein, ça n'est pas simplement achever. Beaucoup du voyage, ces pérégrinations d'est en ouest, du nord au sud. L'intuition a-t-elle une importance? Et l'audace, manifestement, oui. Et l'institutionnel. Finalement, je crois percevoir le propos d'un humaniste et d'un clerc, encore une fois. Alors, parlez-nous un peu de ce qui n'a pas marché, des épreuves auxquelles vous avez été confrontés. Procéderiez-vous différemment aujourd'hui? Très honnêtement, ce qui n'a pas marché, peut-être le manque de relais de ce que j'ai initié en termes d'expérience au niveau national, quoi. J'ai alerté à gauche, à droite, il n'y a pas eu de suivi. Et puis j'ai appris en 30 ans de carrière professionnelle que j'ai toujours été victime des alternances politiques, quoi. À chaque fois qu'on avançait bien, il y avait Julien de Normandie, par exemple, au ministère de la Ville, on avait accroché son chef de cabinet qui a appelé la préfecture de Seine-et-Marne pour dire il faut leur donner les moyens d'aller de l'avant, de faire ce qu'ils veulent. Et puis on devait se voir au ministère pour en parler et généraliser l'initiative au niveau national. Il y a eu le remaniement et puis ça a bloqué, quoi. Vous voyez, la même chose là, on a un contact, la secrétaire d'État à la ville, j'ai mon livre qui était prêt pour lui envoyer et puis bon, je ne sais pas si elle va être conduite ou pas, donc on devait se voir, donc à nouveau l'alternance politique qui permet, vous voyez, le drame c'est ça, c'est le manque de suivi dans le temps. Au niveau institutionnel, quoi. Et ça, c'est vraiment un échec, parce que ce qu'on a engagé avec les missions locales, on aurait pu le généraliser au niveau national, et puis généraliser avec les grands groupes, ces initiatives d'immersion des jeunes dans les entreprises pour leur apprendre ce qu'est une entreprise. Ils ne savent pas. Moi, les jeunes, quand je les ai reçus, je vais leur montrer un téléphone. Voilà le téléphone, ça peut apparaître compliqué, voilà comment ça fonctionne. On va au photocopieur, on dit voilà comment ça marche. On explique un petit peu le b.a.-ba dont ils pourraient avoir besoin demain si jamais ils étaient amenés à exercer une activité professionnelle, quoi. C'est tout ça qu'on n'a pas pu faire et c'est un crève-cœur, quoi, au final. Voilà. Et puis, ce que je n'ai pas réussi, c'est mon départ à la retraite que j'aurais pu prolonger pour continuer à œuvrer dans les quartiers, quoi. Mais malheureusement, bon, je suis dans le sud et je crois qu'il faut à un moment tourner la page, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon. Ça se termine par un passage de relais. Un passage, ça, voilà, c'est un passage de relais. Voilà, un passage de relais. Voilà, un passage de relais, voilà. Je vous remercie moi aussi beaucoup de votre témoignage. Je trouve très intéressant et rassurant dans une période où on est quand même assez inquiet. Voilà, pour différentes raisons. J'ai relevé que vous disiez qu'il n'y a pas de discrimination. Moi, je travaille un peu sur la question, je suis professeur à l'Université Paris 1, je travaille un peu sur la question des discriminations, notamment dans l'emploi. C'est pas évident de vous suivre là-dessus. Disons que les statistiques, alors peut-être votre observation, hein, je la crois vraie, mais il me semble que ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit dans les statistiques et puis dans d'autres observations que la vôtre. Donc ce qui m'inquiète, à vrai dire, c'est dans votre présentation, vous avez l'air de dire et de croire, sincèrement,
que d'appliquer des recettes classiques, de l'égalité, l'égalité abstraite, tout le monde a la même chose, et puis tout le monde va s'en sortir parce qu'il y a cette forme d'égalité abstraite qu'on a tous en principe accès à l'emploi. Il faut des efforts plus grands pour certains que pour d'autres, mais l'accès est possible. Et moi, j'ai le sentiment que s'il n'y a pas, ce qu'en fait vous avez fait à l'échelle individuelle, s'il n'y a pas, au contraire, des mesures différenciées, pour l'université, pour l'école, pour l'emploi, en réalité, il n'y a pas d'accès. Donc voilà, vous parlez d'une femme qui est seule avec un enfant. S'il n'y a pas une prise en charge par un soutien matériel pour que l'enfant soit gardé, un privilège de ce point de vue-là pour ceux qui n'ont pas d'autres moyens, je ne vois pas comment, en réalité, c'est possible. Donc je me dis que ces politiques actives, positives, en fait, plus généreuses en faveur des plus vulnérables, j'ai l'impression qu'elles sont un peu, aujourd'hui, un peu critiquées. Ou, voilà. J'aurais aimé avoir votre avis. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de discrimination, mais je parle de mon cas personnel. Je ne l'ai pas rencontré, ou alors même lorsque je l'ai rencontré, j'ai eu dans le cadre professionnel à table des discussions sur des sujets extrêmement virulents, à la limite qui pouvaient être vexants, mais je n'ai pas prêté attention. Je me suis senti autant français que ceux qui étaient à table, et tant plus que je rappelle ma famille quand même. J'ai mon grand-père qui a fait le Tonkin, il a été chevalier de la Légion d'honneur également. J'ai mon oncle qui était maréchal des logis à l'Élysée. Donc j'ai des éléments de fierté par rapport à eux. Je n'ai pas prêté attention, mais ça existe, c'est sûr, ça existe, ouais. Non, mais parce que vous parlez de quelqu'un d'exceptionnel, c'est-à-dire vous êtes non, exceptionnel. Je parle pas de quelqu'un d'exceptionnel. Les capacités exceptionnelles. C'est pareil. Certaines femmes aussi réussissent extrêmement bien. Il y a des êtres exceptionnels qui n'ont pas besoin qu'on les... Parce qu'en fait, ils sont capables de fournir ces efforts, mais la majorité des gens ne sont pas comme vous. Je vous parle de quelqu'un de base. On fait du recrutement. Des recrutements, c'est des jeunes qui viennent des quartiers, qui viennent du 93 par exemple, et je pose la question, donne-moi envie de t'embaucher, c'est tout. Attendez, vous n'avez pas embauché quelqu'un qui ne fait pas d'efforts pour s'intéresser à ce qu'il fait. Est-ce que tu as été voir nos activités sur le site internet avant de venir nous voir? Non. Non. Donc tu n'es pas fait pour travailler avec nous. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que c'est de la discrimination. Vous voyez, je dis... Non, mais la question était celle de l'aide, parce que vous avez signalé vous-même que vous avez dû aider personnellement une personne. Donc sans aide étatique, on va dire, ou institutionnelle, comment ça se passe? S'il faut des gens comme vous partout, c'est mort. Oui, c'est sûr, ça existe. Je ne remets pas en cause... Non, mais vous avez raison, ça peut exister. Mais après, bon... Ça dépend de la volonté de la personne qui postule à une fonction quelque part, de rentrer dans la fonction au moment où il vient y postuler, quoi. Sinon, s'il vient avec un jean troué, des baskets, qu'il est dans une position de présentation qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui, on ne le recrute pas, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa culture. Après, je vous dis, ça existe quand même, ça existe, c'est sûr. D'où on peut engager le débat sur les CV anonymes. Anonymisés, par exemple, voilà, oui, c'est sûr. Ça existe, mais bon. Merci pour cette présentation, vraiment. Ce que je voulais rajouter à tout ce que vous avez dit, c'est il faut absolument déconstruire pour reconstruire. C'est-à-dire que déconstruire les esprits. Nos esprits, notre façon de regarder les jeunes. Parce que quand vous avez des jeunes devant vous, si vous avez un regard d'humanité, ça déconstruit tout. Le jeune, il a besoin de reconnaissance. Quand on rencontre, moi je suis présidente d'une association, je travaille beaucoup avec les jeunes, on reçoit près de 1000 jeunes par an à notre association, et je peux vous dire que c'est ça qui est déterminant. Nous recevons aussi des familles. Donc quand on reçoit un jeune, on voit aussi la famille, parce que derrière le jeune, derrière sa problématique, souvent, il y a une problématique familiale. Et donc, si vous ne travaillez pas avec toute la famille, vous n'arrivez pas souvent, même si le jeune a beaucoup de volonté, à pouvoir le sortir, en tout cas, de sa détresse. Et ce que je voulais dire, nos jeunes des banlieues, moi je travaille en quartier politique de la ville, nos jeunes ont du talent. Nos jeunes ont énormément de talent. Nous sommes l'association où le président de la République est venu chez nous
Et quand il est venu, il a rencontré les jeunes. Parce que nous, en tant qu'association, nous ne sommes pas les porte-parole des jeunes. Nous prenons les jeunes et les jeunes parlent. Les jeunes font leurs demandes. Et nous, on travaille avec toutes les institutions de l'Essonne. Et pour rebondir sur les femmes en détresse, la CAF, je suis aussi administrateur à la CAF de l'Essonne, il y a énormément de dispositifs, sauf que les gens souvent ne connaissent pas les dispositifs. Et donc, nous, associatifs, on est là pour ça. On est là pour justement leur apporter tout ce qui existe pour qu'ils puissent en profiter. Et nous sommes dans un pays, la France, quand même, je dis toujours, la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. On a énormément... Non, mais c'est vrai, quelquefois, il faut regarder la réalité en face. Il y a des problèmes, bien sûr. Il y a beaucoup de problèmes. On ne dit pas que tout n'est pas rose. Mais nos jeunes, en tout cas, aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes. Nos jeunes ont énormément de talent. Nous, à l'association, nous avons créé des capsules vidéo, 59 secondes pour réfléchir, parlant des problématiques de quartier. Et je peux vous assurer que les jeunes ont travaillé là-dessus, ils ont écrit les scénarios, ils ont tourné les scénarios, et aujourd'hui, les capsules vidéo qui vont servir d'outils pour parler de ces problématiques sont entièrement faits par les jeunes. Nos jeunes ont énormément de talent, il faut absolument les regarder avec ce regard d'humanité. Et vous n'aviez pas de questions, Daniel. Merci pour le témoignage. Une remarque personnelle, j'observe qu'il y a de nombreuses réussites de jeunes, particulièrement dans le 93, qui sont des jeunes dont les parents étaient déjà en France et qui sont en général, pour prendre l'Algérie, tous originaires de Kabylie, c'est-à-dire des Berbères. Si vous étiez né à Ouardaya ou à Orléansville, peut-être vous n'auriez pas eu cette chance, ou si vous n'aviez pas eu un grand-père autour de vous, peut-être vous n'auriez pas eu ces exemples motivants. Mais il y a quand même de très belles réussites, notamment il y a des associations en 93 avec des jeunes qui ont créé leur petite entreprise qui se développe dans le textile, dans différents domaines. Ah oui. Non, c'est un témoignage aussi, c'est bien. Non, vous avez raison, hein, c'est sûr. Votre ancrage avec la Légion d'honneur, en fait, est-ce que ça continue, ça perdure? Ce que vous avez créé avec la Légion d'honneur? Ça continue, mais pas avec la même intensité. Quand j'étais président départemental, c'était quasiment 2 heures de travail par jour. J'arrivais à 6 heures du matin à mon bureau et de 6 heures à 8 heures, 8h30, 9 heures, c'était uniquement du relationnel, les courriers au préfet à gauche, à droite et autres, quoi. Aujourd'hui, je suis à la retraite, donc village de 3000 habitants, je n'ai pas la même possibilité d'action. Je suis dans un comité, je n'ai pas la responsabilité. Et puis, ayant donné quand même pendant plus de 7 ans en la matière, on finit par être un peu usé, lassé du fait que mes collègues ne prennent pas le relais. Alors qu'ils ont été, voilà, je dis toujours, si c'est avoir la Légion d'honneur et venir à une cérémonie mémorielle et exhiber son attirail de médailles, c'est insuffisant. Il faut aller au-delà. Au-delà, si on veut rendre en contrepartie un service, quelque chose à la nation, il faut le lui rendre différemment, avec l'humilité nécessaire et en étant un peu plus présent sur le terrain, quoi. Pas uniquement quand il s'agit de se faire voir, quoi. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives finalement très intéressantes et positives, mais ces initiatives, elles sont dispersées. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de lien? Enfin, oui, par exemple, sûr, je vois mon association, en fait, c'est possible, essaie d'intervenir en accord avec d'autres associations. Bien sûr. Et j'ai même proposé à l'issue de la caravane Entreprendre et réussir dans les quartiers, de mettre en réseau les associations des quartiers pour qu'elles puissent échanger entre elles au niveau national, ne serait-ce qu'un échange d'expérience. Et ça n'a pas été fait. Pourquoi j'ai proposé ça? Parce que j'ai relevé que des jeunes qui étaient venus au tournoi de football avaient pris des contacts avec d'autres jeunes qui étaient dans d'autres villes pour essayer de continuer à nouer des contacts et essayer de voir s'inviter mutuellement pour sortir un peu du quartier, quoi.
Voilà. Mais pour répondre et résumer un petit peu toutes ces questions, relatives à la continuité de ce que j'ai entrepris, j'aurais souhaité que le ministère de la Ville puisse travailler à l'idée d'un plan, un plan global soutenant la créativité et l'entrepreneuriat dans les quartiers, quoi. Voilà. Je rebondis sur ma question initiale. Vous-même, sur le plan de l'éducation nationale dans ces quartiers, vous-même, est-ce qu'il y a des choses que vous suggérerez au gouvernement d'appuyer, d'encourager justement dans les écoles? Je crois que c'est le débat d'actualité, hein. Un peu plus d'éducation civique et citoyenne, on y revient, hein. Le service civil tel qu'il est proposé aujourd'hui, c'est peut-être une solution, mais ma conviction profonde, je crois que c'est dans les programmes du ministre de l'Éducation nationale, c'est d'ouvrir le monde de l'éducation à l'entreprise et inversement, ouvrir l'entreprise au monde de l'éducation. Et l'idée d'obliger les entreprises à recevoir les jeunes des collèges et lycées en stage un minima d'1 ou 2 semaines annuellement est une bonne initiative, quoi, voilà. Ça manque. Voilà. Il y a de l'orientation qui se fait dans les collèges et les lycées, mais il y a ce manque de connectivité avec une vision un peu plus opérationnelle qui permette de dire aux jeunes, effectivement, moi je veux aller dans telle ou telle direction et éviter les erreurs d'aiguillage à la sortie du baccalauréat. C'est ce qui m'est arrivé moi à l'époque, hein. J'ai mon bac, je suis fort en anglais, je veux faire une fac d'anglais. C'est un échec. Donc je perds une année, je me rabats sur le droit et ça a été une réussite. Et je fais droit pourquoi? Parce que mon frère avait fait droit, vous voyez. Et si j'avais eu, dans ces collèges, j'en avais eu des opportunités comme celle-ci où on présentait des opportunités sur les métiers, peut-être on donnerait plus envie à des jeunes d'aller dans un sens ou un autre, quoi. Ça manque. L'école aujourd'hui est plus globalement, plus généralement déconnectée de la vie telle qu'elle est, quoi. Notamment de la société contemporaine qui a évolué, hein. Je parle notamment de la composante sociale, hein, de la société contemporaine. Ça n'est plus ce qu'on avait il y a 10-15 ans en arrière, hein. L'idée du mieux vivre ensemble est plus d'actualité qu'il y a 10, 15, 20 ans en arrière, hein. Il y a eu des recompositions familiales et d'autres phénomènes qui ont fait que le contexte a énormément évolué, quoi. Écoutez, merci beaucoup, Méziane. C'est moi qui vous remercie pour votre aimable attention, hein. C'est moi qui vous applaudis. Voilà.